Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Parole aux explorateurs de conscience. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charles Maxence Laillé, qui est un découvreur et qui est un explorateur absolument remarquable sur des sujets très variables. Aujourd'hui, nous allons parler des ovnis et peut-être des extraterrestres si on peut les raccorder aux ovnis. Bonjour Maxence, moi je t'appelle Maxence parce que je te connais depuis bien longtemps. Alors si tu veux bien, on va rester sur Maxence aujourd'hui. C'est tout à fait OK, Luc. Bonjour et merci du fond du cœur de ton invitation. J'en suis très heureux et bonjour à tout le monde et à toutes les personnes qui vont nous écouter et découvrir cette vidéo ensemble. Merci Maxence. Alors, je vais essayer de faire une présentation de toi qui n'est pas toute simple, hein, qui n'est pas toute simple. Déjà, tu es un journaliste scientifique, formé à Oui, la technologie. Donc, tu explores depuis plus de 20 ans, les années passent, les technologies de l'énergie. Tu t'intéresses également à la santé, à l'environnement électromagnétique. Tu as rejoint plusieurs collectifs sur les phénomènes OVNI. D'ailleurs, c'est ce qui aussi t'a certainement amené à ce livre. Tu as l'origine d'une revue extrêmement importante, extrêmement complète, qui est Orps, l'autre planète. Et si j'ai bonne mémoire, moi, quand il y a bien des années, je lisais aussi beaucoup la revue Planète. C'est la suite, je crois, hein. C'est la suite. c'est ça, tout à fait. Oui, la revue Orb, c'était la vision, l'idée de proposer un planète d'aujourd'hui et de proposer comme ça une encyclopédie d'avant-garde qui traitait de l'art, de la science et jusqu'à l'économie, la parapsychologie, la poésie. C'était vraiment tous azimuts. Oui, oui, puis quand on voit c'est un véritable livre que tu sors régulièrement, hein. C'est pas une revue toute simple. Tu as par ailleurs travaillé au Parlement européen de Bruxelles aux côtés de la députée Michèle Rivasi, donc c'était jusqu'en 2023. Tu es l'auteur de plusieurs livres, donc sur l'énergie secrète de l'univers, Le Quinton, Sérum de la vie, mais je crois que tu en prépares un autre, une suite. C'est ça. Il y a un deuxième ouvrage qui est sur l'établi, en effet, ouais. Voilà, mon petit doigt me l'avait dit. Et puis après ça, un autre livre, c'est Survivre au téléphone mobile et au réseau sans fil. Alors aujourd'hui, nous allons parler du printemps des ovnis, donc c'est sorti aux éditions First, et comme sous-titre, c'est l'hypothèse extraterrestre, les faits et le mythe. Alors avant de te poser mes premières questions, je vais quand même, pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude, de rappeler que nous, on parle en France des OVNI, objets volants non identifiés. Aux États-Unis, on parlait de UFO. Donc c'est Unidentified Flying Object. C'est la même chose, mais en anglais. Maintenant, évidemment, c'était trop simple, eh bien, on a changé encore le nom. Donc là, maintenant, c'est passé par l'UAP en anglais, Unidentified Aerian phénomène, excusez-moi l'accent, et en français c'est PAN, ou PAN comme on veut, qui est justement les phénomènes aériens non identifiés. Donc maintenant on parle de PAN, de PAN. Qu'est-ce qu'on dit, PAN ou PAN? Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est le plus porteur? En France, on utilise le mot pan, et puis certains vont dire panne, mais après, ça fait penser aux poissons panés, enfin à des trucs qui n'ont rien à voir avec le sujet, en fait. Donc on reste un peu sur pan. Sinon, même en France, on utilise le vocable UAP, et dans le cadre de mes recherches un peu historiques sur le sujet, j'ai eu l'espèce de saveur de découvrir l'expression MOC, M-O-C, les mystérieux objets célestes, qui était la façon dont on parlait C'était le terme qu'on utilisait en France avant de parler des ovnis, en fait. Et donc dans les années 50, 160, on parlait des MOC avant de parler des ovnis, et puis après, il y a eu les ovnis qui se sont installés, notamment avec les années 70. Voilà. Oui, et d'ailleurs, tu amènes tout simplement l'idée déjà que le phénomène OVNI n'est pas un phénomène ou PAN n'est pas un phénomène récent. Donc, on en parlait déjà dans les années 50. Il y a eu des grands passages d'OVNI en France, je crois que c'est en 1954, etc. Mais C'est on ça. retrouve en plus d'autres choses qui en remontent encore plus loin. On retrouve des images qui font penser des bas-reliefs, des gravures d'anciennes civilisations qui font penser à des objets, à des OVNI. Il y a même des peintures de la Renaissance qui font voir des objets dans le ciel qui sont assez Et particuliers. des textes, et même des mentions dans des textes sacrés ou des textes qu'on considère comme canoniques, quelles que soient les traditions religieuses, hein, que ce soit la tradition védique,
quelque chose aussi du côté des religions du livre. Et là, même depuis quelques années maintenant, depuis 4, 5 ans, 6 ans, la question des djinns, la question de certains phénomènes qui auraient pu être décrits en filigrane dans le Coran, émerge aussi du côté des pays du Moyen-Orient. Tout à fait, tout à fait. Donc après ça, on peut se poser la question, est-ce que ce sont des réalités, des allégories, comme certains le prétendent, etc. Mais il y a aussi quand même un énormément, moi j'ai été intéressé il y a quelques années par regarder un peu l'origine des civilisations anciennes, et c'est impressionnant le nombre de légendes qui nous parlent de dieux civilisateurs qui viennent du ciel. Alors on parle de Thoth, on parle d'Isis, en Égypte, on parle de Prométhée en Grèce, on parle de Saravasti en Inde, on parle de Fuxi en Chine, on parle du serpent à plumes chez les Aztèques, etc. Partout dans le monde, on retrouve. Donc évidemment, ça nous montre que ce phénomène-là ne serait pas forcément un phénomène très récent, comme on dit. Alors, quoi qu'il en soit, revenons un petit peu à notre époque, ou juste un petit peu notre époque actuelle. Donc, les ovnis ou les pans ont été longtemps tournés en ridicule, donc expliquant que ces phénomènes ont été les résultats de phénomènes naturels non expliqués, des ballons, des sondes, des drones, des avions, des phénomènes atmosphériques, etc. Pourrais-tu, mon cher Maxence, nous faire un bref historique, parce qu'on va arriver plus dans le vif du sujet après avec la réalité actuelle, mais un bref rappel de toute l'histoire des ovnis au XXe siècle et au début du XXIe. Oui, avec plaisir. Alors, très rapidement, la première chose à avoir en tête, c'est que la querelle entre les sceptiques et les croyants, elle a toujours été un petit peu là. On va dire que l'ufologie moderne, c'est-à-dire l'ufologie d'aujourd'hui, l'ufologie de la société occidentale, avec les technologies qui sont présentes et tout ça, elle décolle, elle démarre avec la Seconde Guerre mondiale et notamment avec les observations que font les pilotes, en particulier au-dessus du ciel européen, mais il y en a eu aussi au-dessus du Pacifique, et ça concernait les deux bords, autant des comptes rendus de pilotes allemands que des comptes rendus de pilotes alliés américains et anglais qui menaient des bombardements de nuit sur l'Allemagne. On a des boules de lumière, des boules colorées qui sont observées à partir des années 42, 44, 43. Et donc au-dessus de la Scandinavie, tout ça, et la mer oui c'est ça, de la mer Baltique. Et puis et ce qui frappait les pilotes, c'était que ces boules de lumière, parce qu'évidemment, on a imaginé que c'est de la foudre en boule, on a imaginé que ça pouvait même être des programmes secrets ou des prototypes, des armes secrètes nazies hein, qui arrivaient. Et en fait, c'est que ces boules, ces sphères lumineuses, ces globes, se déplaçaient de façon vive de manière un petit peu erratique, mais en même temps avec des comportements intelligents qui pouvaient par exemple foncer sur un bombardier ou sur un avion de chasse et puis l'éviter à la dernière minute. Et il y avait tellement de témoignages qui montaient de la part des pilotes qu'il y avait même quelqu'un du côté des forces alliées, il y avait un agent de la RAF qui était dédié à la récolte des témoignages des pilotes pour réussir à se forger une idée sur ce phénomène incroyable ou impossible, mais que pourtant tant de pilotes rapportaient. Et il y a eu le même genre de témoignages du côté de la bataille du Pacifique. Et ce qui fait que ça, à l'époque, on appelait ça des Foo Fighters, donc des boules un peu, des boules dansantes un peu folles qu'il y avait dans le ciel. Et c'est à partir de 1947, en juin 47, qu'on a un pilote d'avion privé, un pilote indépendant, aguerri mais indépendant, qui s'appelle Kenneth Arnold, qui voit quelque chose dans le ciel et qui décide d'aller voir les médias pour en parler. Et ça lance la médiatisation du phénomène OVNI avec l'expression soucoupe volante. Donc ça, c'est en juin 47, 1947 que ça se déroule. Donc là, on a quelque chose qui vient frapper les esprits et qui lance, on pourrait dire, une vague médiatique sur la question des ovnis. Et à l'époque, entre les années 47 et 52, par exemple, on va parler de fièvre ovni. Et puis, 15 jours plus tard, 1947, une année décidément faste, hein, début juillet, on a cette histoire du crash de Roswell, de quelque chose qui se passe dans une base militaire américaine ou à proximité d'une base militaire américaine, dans le désert.
et ça deviendra Roswell. À ce moment-là, ça fait pas trop de vagues. Ce qu'il faut juste retenir sur l'histoire de Roswell, enfin en tout cas, il y a notamment Jean-Jacques Velasco, un des directeurs du GEPAN, le Bureau français des ovnis, qui va sortir un livre sur le sujet en janvier 2026. Ah ouais, bien. Il rassemble un peu tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a pu y avoir comme enquête et comme données sur le sujet. Et il a trouvé des témoignages qui ont été un peu laissés de côté. Et il a aussi fait des croisements d'informations que les connaissances d'aujourd'hui nous permettent de faire et qu'avant on ne pouvait pas faire. Donc il fait comme ça une synthèse de plusieurs choses dans son ouvrage. Euh, En fait, ce qui va nourrir la machine à penser ou la machine à rêver autour de Roswell, c'est le fait que le jour du crash, en tout cas, on a un premier communiqué de presse de l'armée américaine qui dit qu'une soucoupe s'est écrasée dans le sol, et le lendemain, on a un deuxième communiqué de presse de l'armée de l'air un peu plus haut dans la hiérarchie, mais c'est toujours l'armée de l'air, c'est un autre communiqué officiel de l'armée de l'air, hein. Il y a eu le premier, il y en a un second, qui vient dire pas du tout, c'est pas du tout une soucoupe volante, c'était un ballon météo, c'était un ballon scientifique, et c'est pas du tout une soucoupe. Et donc, ce qui fait qu'on a ce double langage qui se succèdent en 24 heures, le vendredi et le samedi, et ce qui fait que ouais, vous voyez, ce rapport entre croyants et sceptiques, il est présent quasiment dès le départ sur la question OVNI, et y compris au sein même de l'armée américaine, puisque le premier communiqué de presse, c'est un gradé de la base de Roswell qui a produit ce communiqué de presse, alors que le second, c'était plutôt de la hiérarchie fédérale de l'armée de l'air, qui dans des bureaux un peu plus lointains, qui avait commis ce communiqué. Et puis ensuite, on a des vagues qui arrivent, et Il y les années avait, 50, et il y avait- je finis ah oui, là-dessus, et je te le dis, c'était on pour a des revenir vagues un qui point. arrivent, on a des vagues qui arrivent avec les années 50, et ça, ces vagues-là, qui sont autant des vagues, par exemple, au-dessus des États-Unis, notamment en 1952, au-dessus de Washington, hein, on n'en a pas conscience, mais il y a eu plusieurs soirées au beau milieu du mois de juillet 1952, des samedis soirs où il y avait des boules lumineuses ou des lumières dans le ciel, hein, qui dansaient au-dessus de la Maison Blanche. Et quand les avions de chasse arrivaient, pour les jets arrivaient pour les faire partir, eh ben en fait, les ovnis s'échappaient. Les avions de chasse n'arrivaient pas à les rattraper, donc ils rentraient faire le plein et rentraient à la base. Et les soucoupes, en tout cas les objets volants non identifiés réapparaissaient au-dessus de la Maison Blanche. Donc ça a fabriqué tout un émoi et un choc et une nouvelle couche de fièvre du faux aux États-Unis dans les années 50. Et on a eu aussi la même chose, notamment en France en 54, avec la fameuse vague de 54, que pareil, nos générations ne se souviennent pas forcément, alors que pendant 2 mois, on a eu près de 3000 observations en France qui se sont déroulées majoritairement dans les campagnes. Donc on a toujours, et évidemment, du coup, les gens des villes se gaussaient des personnes des campagnes, alors que les personnes des campagnes, quand bien même peut y avoir 15 ou 20% qui étaient des racontards, des affabulations, mais on a Germaine qui fait du vélo, qui va s'occuper d'aller chercher des œufs, qui tombe sur quelque chose dans une prairie, on a deux gamins qui tombent, qui rencontrent quelqu'un ou quelque chose, enfin, on a une profusion d'observations sur un laps de temps très limité, octobre-novembre 1954, et donc, bon, ben voilà, on a tout ça, on a tout ça qui vient nourrir la conviction qu'il y a quelque chose qui existe, quand bien même ça va venir heurter les esprits qui, eux, disent tout ça n'est pas bien sérieux. Hmm. Oui, parce qu'en fait, malgré tout ce que tu viens de raconter, tu n'as pas parlé non plus de la fameuse bataille de Los Angeles en Ah non. 1942, où ça a été aussi puissant, ce qu'ils ont vécu aussi là-bas. Il y aurait peut-être eu des crashs. Il y a eu beaucoup plus de crashs, d'ailleurs, d'OVNI. Il n'y en a pas eu qu'à Roswell. Il y en aurait eu beaucoup d'autres ailleurs, d'ailleurs. C'est ça, là, depuis 3 4 ans où la parole se libère et où, y compris au plus haut niveau de l'État américain, en tout cas, ça prend la forme de paroles qui se libèrent via les auditions du Congrès des États-Unis, donc avec des auditions sous serment et devant des sénateurs ou devant des représentants des États-Unis, eh bien, il est question qu'il y ait 7, 8, 9 crashs qui aient pu avoir lieu. Il y en aurait même eu un avant Roswell. Il est question de projets et d'équipes au sein de l'État américain qui sont dédiés à la récupération des épaves. Et puis là, on commence à avoir des coins de dossiers qui se lèvent sur des crashs qui auraient lieu aussi en Europe, notamment en Italie, et qui s'appelle le dossier Magenta. Et donc voilà, on a
il y a une comme ça. Maintenant, on est embarqué dans une espèce de quantité d'informations qui arrivent. Et c'est vrai que quand on débarque, moi, c'est un peu mon constat, mon choc esthétique en quelque sorte. Hein. J'ai commencé à m'intéresser au sujet, ou en tout cas, j'ai commencé à me dire, tiens, il se passe quelque chose par là. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai vu la diversité des formes que ça pouvait prendre, la quantité d'informations disponibles. Et bon, ben, au niveau de l'ouvrage du Printemps des OVNIs, tu as dû le percevoir, j'assume le fait d'être un candide qui ne sait pas, mais je suis allé voir des gens qui savent et qui me racontent ben, en quoi la question des ovnis, ça a transformé leur vie et aussi qu'est-ce qu'ils ont appris au fil de leurs enquêtes et de leurs propres vérifications. Ça n'empêche pas derrière de faire mes propres vérifications, mais en tout cas, je tends le micro vers les personnes qui savent déjà parce qu'elles ont plusieurs décennies d'expertise et de recherche sur le sujet. Oui, tout à fait. Et l'élément qui est aussi intéressant, c'est que malgré tous ces témoignages, je ne parle pas, on va revenir après sur les témoignages récents là, mais malgré tous ces témoignages, tous ces gens qui avaient vu les militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale, les gens dans les campagnes, les témoignages, etc., malgré tout ça, il y avait un énorme blackout sur le phénomène OVNI. Et donc, malgré qu'il y avait. Et puis, sont arrivés. Il y a eu des divulgateurs qui ont commencé à arriver. On parle de Corey Goode, on parle de William Tompkins, etc. Après ça, il y a eu des observateurs, il y a eu des contactés, il y a eu des abductés. Il y aurait même des hybrides par rapport à tout ça, sans parler des séances qu'a pu faire. Et ça aussi, j'ai apprécié que tu en parles dans son livre, parce que là, c'est pour dire que tu as vraiment été voir tous les témoignages possibles et imaginables avec Dolores Cannon, qui avait travaillé beaucoup avec des sujets sous hypnose pour retrouver ça. Après ça, il y a les médiums. Tu as interrogé aussi Elena Danan. Il y a Baranski aussi qui sont intéressants. Il y a les starseeds. Là aussi, c'est encore une autre histoire. Il y a les lettres qui ont été envoyées par les humeaux, les humites. C'est Ferrolet, le relié par Jean-Pierre Petit, qui a été vraiment l'instigateur un petit peu de tout ça. Donc malgré tout ça, il y avait un grand blackout, mais il y a eu quand même des prises de conscience et aujourd'hui, ça semble davantage pris au sérieux et surtout qu'on arrive à des dates où on peut commencer à sortir des documents, donc déclassifier certains documents. Et donc ça commence à devenir extrêmement intéressant, sauf que le nombre de documents vraiment utilisables sont peu nombreux, je trouve, par rapport à l'énorme quantité. C'est un peu la montagne qui accouche d'une souris. Voilà. Donc, Oui, alors c'est vrai que tout ce que tu viens de relater est parfaitement juste et euh, je pense ce dont il faut garder conscience et j'oserais dire garder mesure sur le dossier, sur le sujet qui est passionnant et captivant, c'est que le blackout que tu évoques, il faut le dire quand même, c'est un blackout qui a été volontaire et organisé. C'est un blackout officiel. Les données ont été déclassifiées depuis une dizaine d'années maintenant. Il y avait déjà eu des fuites à la au début des années 2000. Il y a une stratégie délibérée de la part de l'État américain et donc des États alliés aux États-Unis à l'époque, hein, du monde occidental, de minimiser l'existence du phénomène, de minimiser l'importance des observations, parce que, euh, parce que risque de guerre psychologique, parce que risque de manipulation des consciences, parce que risque que les gens deviennent incontrôlables ou ingérables si ils commencent à imaginer qu'il y a des extraterrestres qui se posent dans les champs. Et donc, comment faire pour minimiser le sujet? Eh bien, c'est là où on va mettre en place volontairement et délibérément des stratégies de stigmatisation, des stratégies de ridiculisation, et y compris, et ça je le dis pour que les gens, y compris d'aujourd'hui, en aient conscience et le gardent en tête, les associations d'ufologistes qu'il y avait dans les années 50 et 60 aux États-Unis étaient explicitement, volontairement, noyautés, infiltrées par les services de renseignement américains pour surveiller ce qui se disait, pour vérifier s'il n'y avait pas justement de la désinformation ou de la contre-information communiste, par exemple, soviétique, qui allait circuler par ces réseaux-là ufologistes. Donc c'était un des réseaux sous surveillance et de deux des réseaux qui étaient infiltrés par des agents pour remonter les infos de ce qui se disait dans les réunions UFO
Et le troisième point, et ça on le sait aussi maintenant, ça a commencé à émerger avec les années 80, c'est qu'en plus, les agents, les tops qui étaient infiltrés dans les réseaux UFO, notamment anglo-saxons, donc on peut imaginer que ça serait la même chose dans les autres pays, euh, ont disséminé des fausses informations pour que ça soit encore plus extraordinaire qu'extraordinaire et que donc ça devienne si vous voulez, c'est la grenouille qui se fait plus grosse que le bœuf, quoi, si on veut commencer certaines métaphores animalières à la façon La Fontaine. Et donc, ils ont disséminé exprès des faux documents, des fausses informations, ils ont fait courir des bruits qui permettaient d'amplifier en quelque sorte le phénomène pour que du coup le phénomène soit encore plus invraisemblable que ce qu'ils avaient cherché à le minimiser auparavant. Et tout ça, ça a couru jusqu'aux années 2010, en gros à peu près. Et c'est depuis les années 2020 que la parole s'est libérée aux États-Unis. Et avec cette parole qui s'est libérée, on a des politiques qui ont pris la parole, qui ont déclaré en direct, qui ont assumé devant le public qu'ils avaient été dans la boucle, hein, ils étaient dans la confidence de dossiers, de programmes secrets pour étudier la question OVNI. Et c'est ça qui déclenche l'avalanche médiatique ou l'avalanche politique à laquelle on est confronté sur la question OVNI, le renouveau des OVNIs, ce que j'appelle le printemps des OVNIs avec l'ouvrage, auquel on assiste et auquel même on pourrait dire on est embarqué malgré nous dans ce grand soap opéra, dans ce grand drama, cette série feuilleton dans laquelle on est embarqué, avec les États-Unis qui mènent la danse au niveau du scénario via les auditions du Congrès américain. Ça, c'est à une échelle, on va dire, humaine et politique, quoi. Voilà. Oui, mais ça commence à se fendiller, comme tu dis, depuis les années 2020. Ça, c'est aussi intéressant parce que on commence à reconnaître, l'administration américaine reconnaît, par exemple, qu'il y a un certain nombre de phénomènes ovni qui sont d'origine inconnue. Donc, il y a même le GEPAN qui raconte qu'il y aurait 3,5% qui restent inexpliqués, de cas qui restent inexpliqués dans tout ce qui a été fait. Donc, il y a vraiment, on commence à voir des choses qui sont mais il y a toujours encore une dichotomie quelque part, une séparation entre le phénomène ovni. Oui, il peut y avoir des ovnis, des phénomènes inexpliqués, etc. Mais on n'a aucune preuve que ce sont des extraterrestres, évidemment. Ça, c'est le deuxième. Oui, ça, c'est la seconde marche. C'est l'aspect. Je peux pas dire que c'est un tabou, en tout cas, ça l'a été il y a 30, 40 ans. Maintenant, le mot extraterrestre va être utilisé, mais on va faire des phrases où on va dire qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Mais les deux réalités cohabitent, hein. Et d'un point de vue un peu philosophique, donc c'est vrai que euh, en prenant le sujet à l'envers en quelque sorte, en raisonnant par l'absurde, dans des postures que j'ai pu adopter lorsque j'ai commencé à enquêter sur le sujet, il y avait ce constat d'étonnement et dans ce constat d'étonnement, il y avait notamment le fait que c'est quand même dingue ça, pour un truc qui officiellement n'existe pas, la façon dont c'est omniprésent autour de nous, quoi. Il y a les t-shirts, il y a les mugs, il y a les films, il y a les peluches, c'est complètement. Je crois que les fantômes, les loups-garous, ça prend pas autant de place, quoi. Donc, c'est quand même complètement dingue la façon dont ce sujet, cet objet culturel, ce fait social, alors qu'officiellement, jusqu'à il y a pas très longtemps, parce que maintenant c'est différent, mais pendant des décennies, on a été baigné par une musique comme quoi ça n'existait pas, et pourtant c'était omniprésent autour de nous en termes de culture. Donc il y a un truc là-dessous, quoi. Donc Oui, ça, mais je l'ai un petit peu gratté. tu crois pas que c'est pas pour s'en moquer, justement, et pour le dénigrer? Un petit peu comme Men in Black et des choses comme ça. Alors, moi, je me suis attaché, tu t'en souviens un petit peu dans l'ouvrage, je pense, je me suis attaché à aller voir pourquoi il y avait des publicités avec des ovnis ou des aliens. Pourquoi les publicitaires, pourquoi la pub prenait des soucoupes volantes pour certaines publicités. Et en fait, ce que les publicitaires expliquent, hein, c'est que l'OVNI ou la soucoupe volante va être associé à une technologie d'avant-garde, à une technologie de pointe, donc à quelque chose de futuriste, à quelque chose de sophistiqué. Donc des voitures, un fabricant de voitures qui met des soucoupes volantes dans sa pub, ça permet que sa voiture soit associée à l'idée que c'est vraiment une technologie de pointe. Ok. Donc on a un premier niveau d'imaginaire, c'est le côté technologie d'avant-garde, technologie de pointe. Le second niveau d'imaginaire, c'est le fait qu'ils viennent d'ailleurs. Et donc, c'est cette notion d'un étranger.
mais c'est un étranger qui a une curiosité pour nous. Et donc, ça veut dire qu'on est intéressant, on est digne d'intérêt. Et donc, il y a un truc dans la relation à autrui. En anglais, c'est la notion de alien, hein, d'un étranger, pas simplement un extraterrestre, mais un étranger qui n'est pas de ton pays ou qui n'est pas de ton continent, qui ne vient pas de là où tu es. Et donc l'extraterrestre, il y a ce côté exotisme, il y a ce côté pas de côté, ça fait sortir de la zone de confort, ça vient d'ailleurs. Donc il y a le côté ça vient d'ailleurs, et ça, pareil, ça crée un truc dans notre psyché qui est de nous figer et d'attirer notre attention. Et c'est pour ça que les publicitaires utilisent la question OVNI dans leur pub, et, euh, et c'est la même chose sur YouTube en fonction des intitulés qu'on va mettre au niveau des vidéos et qui vont faire que les algorithmes de YouTube vont mettre certaines vidéos mises en avant ou que nous, quand on est face à notre écran avec les petites mosaïques et plein de petites fenêtres, on va cliquer sur certaines choses par rapport à d'autres. C'est parce qu'en fait, on va avoir notre attention qui est accrochée. Et moi, c'est cet aspect-là qui m'a viscéralement passionné et qui continue de le faire. C'est pas tant le phénomène ovni savoir s'il existe oui ou non, parce que on pourrait dire que les carottes sont cuites hein, là-dessus. On sait que ça, il y a quelque chose qui existe au plus haut niveau des États, pas d'un seul, mais des États maintenant. Force est de constater qu'on ne peut plus dire que ça n'existe pas. On continue à chercher à minimiser le phénomène, mais on ne peut plus dire que ça n'existe pas. Il y a quelque chose qui existe. Et après, quant à savoir la vraie nature de ce quelque chose qui existe, ça, c'est un autre débat. Mais à mon échelle, ce qui m'a vraiment frappé et qui m'a passionné, c'est d'explorer l'impact du phénomène sur les humains. Et donc cet impact qui peut être économique, qui peut être psychologique, il y a vraiment plein de dimensions différentes. Et tout ce qui nous entoure et tout ce que nous faisons, les émissions YouTube, les t-shirts, les séries télé, etc., etc., que ça soit les services secrets qui manipulent l'opinion sur le sujet, ou que ce soit les personnes qui ont une expérience extraordinaire et qui vont donner un témoignage en essayant de l'exprimer comme elles peuvent, avec leurs mots maladroitement et ainsi de suite, on voit très bien que c'est omniprésent et ça fait le lien avec ton introduction, ça accompagne l'histoire humaine depuis extrêmement longtemps. Et donc il y a un moment, bon ben ok, perçons l'abcès et allons voir ce qui se passe et surtout croisons les informations ensemble. Tout à fait. Mais il y avait, justement, en parlant des informations ensemble, c'est là aussi qui est un peu le problème que l'on rencontre, même avec les médiums, les contactés, etc. On va en reparler un petit peu plus loin, mais les informations vont dans tous les sens. Je dirais qu'il n'y en a pas deux qui nous racontent la même histoire avec les ovnis, les extraterrestres, les Pléiadiens, les gens qui viennent d'Orion, etc. Il n'y en a pas deux qui viennent d'ailleurs. Et j'avais bien aimé aussi dans ton livre l'analogie de toutes ces informations très diverses, très variées, avec l'éléphant, le petit éléphant, l'éléphant rose. Donc, tu peux nous en parler un petit peu parce que je pense que ça résume bien un petit peu tout ce qu'on entend sur les ovnis, les pans actuellement. Oui, alors déjà d'un point de vue philosophie des sciences, d'un point de vue épistémologie, on a plusieurs dizaines de théories qui existent, qui ont été mises sur le marché, qui ont été élaborées depuis les années 50 hein, sur la question des ovnis, donc ou des extraterrestres. Il y a ceux qui vont dire, puisque je vais continuer en tout cas pour l'instant à faire un peu la jonction entre les deux. Il y a ceux qui vont dire qu'ils viennent d'une lointaine galaxie. Il y a ceux qui vont dire qu'ils viennent d'une dimension parallèle. On a même une approche théorique qui est de dire que c'est des humains qui viennent du futur. On a bien sûr les approches qui est de considérer que euh, c'est des programmes secrets militaires bien humains. Enfin voilà, donc il y a plein de dimensions possibles, enfin il y a plein d'hypothèses possibles, il y a plein de théories possibles, Et des et il y a des intraterrestres. hypothèses. Et les Comment? intraterrestres. Et les intraterrestres. Exactement. Il y a les intraterrestres et on a aussi les histoires liées enfin les histoires en tout cas des grilles de lecture, des portes d'entrée via le paranormal. Donc on a comme ça veut donc dire quoi? Ça veut, au niveau philosophie des sciences, euh, on est sur un champ qui défie les approches logiques habituelles. Ça veut dire que aucune théorie existant à ce jour n'est satisfaisante, et c'est pour ça on se retrouve à en créer une nouvelle. Et ça continue comme ça avec des nouvelles théories. Donc, on est sur un sujet. Moi, en fait, une des images, je vais revenir sur l'image de l'éléphant après, mais une des images que je me plais en tout cas à envisager aujourd'hui pour tenter de me représenter la chose, c'est celle de la pointe, c'est celle de l'iceberg, de la pointe émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que il est possible que tout ce que l'on sait sur le sujet
n'est qu'une fraction de l'ensemble qu'il y a à savoir sur le sujet, vraiment comme la partie visible de l'iceberg avec tout ce qui est dissimulé par en dessous. Et ça veut dire aussi que toutes les observations, tous les cas, tous les témoignages qu'on peut avoir sur le sujet ne sont qu'une fraction de la réalité, de la quantité de rencontres et de la quantité de visites qu'on peut avoir sur Terre. Donc, ça veut donc dire qu'en fait, cette image de l'iceberg, c'est une technique qui nous permet de visualiser ou de nous représenter à peu près comme on peut la quantité de choses que l'on ignore. Et donc la prudence qu'il est peut-être de mise d'avoir quand on avance sur ce terrain-là et se garder donc d'adhérer à tout prix, d'adhérer aveuglément à certains discours où effectivement le médium d'à côté ou le contacté de l'autre vont venir dire le contraire ou l'inverse de ce que certains vont dire à la caméra. Donc on est sur quelque chose qui est foisonnant, on est sur un terrain qui est en ébullition et à un moment donné, c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit, cette histoire de l'éléphant, là, j'y viens. Ça m'a traversé l'esprit, je me suis dit, alors attends, là. Euh, puisque parce que quand tu regardes ce qui est disponible, euh, quasiment tout, c'est ça qui est très intéressant aussi, hein, les histoires d'ovnis, c'est d'abord des histoires d'humains. Je veux dire par là que c'est des gens qui vont nous raconter ce qu'ils ont vécu, ils vont nous raconter ce qu'ils ont vu. Alors oui, bien sûr, on va avoir dans certains cas des observations avec des radars ou avec des machines, avec des instruments. On va aussi avoir dans d'autres cas, et ça moi je trouve ça passionnant, c'est les traces au sol. Pour moi, les traces au sol, c'est ça qui vient complètement contrecarrer toutes les approches psychologiques ou allégoriques ou psychosociologiques qui ont existé, puisque c'est dans les années 80 et notamment en France, qu'on a eu toute cette école de pensée psychosociologique qui est le fait de dire ce que les gens nous racontent quand ils ont vu quelque chose ou ce que les gens nous racontent s'ils ont eu un contact avec quelque chose, en fait, c'est coloré, c'est influencé par le contexte culturel dans lequel ils évoluent. En gros, ils nous parlent de ça parce qu'ils ont lu un livre sur le sujet 2 mois avant, quoi. Hein, c'est un peu la caricature du truc. Et cette approche psychosociologique, à mes yeux, elle tombe à l'eau totalement avec les phénomènes, déjà avec les cas récents dont va nous parler, dont les pilotes militaires. Ce qui est intéressant aussi, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, les auditions aux États-Unis s'appuient à 70% sur des témoignages et des comptes rendus de pilotes d'avions de chasse militaires. Et ça fait le lien avec les Foo Fighters des années 40, où les pilotes d'avions de chasse militaires étaient aussi les premiers à constater qu'il y avait quelque chose où ils n'étaient pas tout seuls dans le ciel. Donc on a vraiment à 70 ans de décalage, l'histoire se répète, mais en étant à un autre niveau de la spirale en quelque sorte. Hein. On est avec plus de données, plus d'informations, ça se passe dans un autre cadre, etc., etc. Et donc cette histoire de l'éléphant volant, je me suis dit en fait, comme c'est une convention mentale, enfin comment dire, comme la question des ovnis, elle passe par le langage. Comme elle passe par le langage, ça dépend donc, elle est reliée aux mots que l'on va employer. Et donc des gens qui ont une culture, des personnes qui ont une culture occidentale et qui ont regardé la série X-Files à la télévision, ils vont pas en parler de la même manière que des personnes qui vivent en Inde ou qui n'ont pas la télé, ou qui vivent en Afrique et des peuples autochtones qui vivent dans des jungles tropicales, etc., etc. Donc on voit très bien que notre façon de parler du phénomène est directement liée aux mots que l'on va employer. Donc, si par convention mentale, on change le mot pour en parler, au lieu de parler d'une soucoupe volante ou d'un disque métallique brillant, etc., etc., si on disait que c'était un éléphant volant, et donc on est toujours avec quelque chose d'extraordinaire, on est toujours avec quelque chose qui est invraisemblable, c'est-à-dire que ça défie notre conception du réel, ça vient nous heurter dans notre manière de penser les choses, la réalité. Après, il y a d'autres images. Hein. C'est que, par exemple, c'est cette histoire de l'éléphant dans le couloir, c'est-à-dire que on a un truc au milieu de la pièce, tout le monde regarde ailleurs, personne s'en préoccupe, alors que c'est au milieu de la pièce. Et la question ovni peut être envisagée quand même comme c'est sans doute d'un point de vue psychologique, voire métaphysique, c'est quand même une question majeure qui se pose à nous. Et c'est ça qui la rend tellement fascinante, tellement captivante et tellement, comment dire, à haut risque par rapport à la façon dont elle peut nous exploser à la figure, d'où les précautions d'usage ou les vœux de prudence que je partageais jusqu'à présent avec vous.
Tout à fait, mais c'est passionnant parce qu'en fait, tu vois, t'as brossé déjà le phénomène OVNI qui est un phénomène donc ancien depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu ce blackout. Aujourd'hui, Blackout, qui est donc une construction, c'est une construction sociale hein, de la part des États et des gouvernants. Ce blackout est une construction sociale qui, qui a, qui a favorisé, qui a facilité, qui a nourri le fait qu'il y ait du ridicule, de la stigmatisation et du tabou. Hein. Voilà, donc des pilotes militaires ou des pilotes d'avions civils, tous, ils vont dire, j'en parle pas, sinon ma carrière, elle est fichue. Mhm. Donc, et tant qu'on n'est pas. Donc, est-ce qu'il faudra une amnistie? Est-ce qu'il faudra un pardon généralisé? En tout cas, il va y avoir des mouvements de conscience qui vont être nécessaires pour qu'on puisse passer par-delà ça et qu'on commence à se préoccuper du phénomène d'abord et le jugement par ensuite, quoi. Voilà. Mais il y a quand même eu il y a des personnes qui ont cassé aussi cette notion du secret. Moi, je voyais ça déjà en 2017 avec Luis Elizondo, qui était un ancien directeur de l'AATIP. Donc, c'est-à-dire, c'est le programme d'identification des menaces aérospatiales qui a alerté l'opinion publique américaine, donc, sur un programme secret du Pentagone. Donc, c'était en 2017. Lui, il a carrément démissionné de sa place de directeur pour prévenir qu'il y avait des objets, en effet, qui volent dans le ciel et qui défient complètement les lois de la physique qu'on le connaît. On a des effets biologiques sur les témoins. On a la détention, et ça devient encore plus intéressant, on a la détention de spécimens biologiques. Donc, on peut imaginer des Oui. IT, de C'est ça, matériaux, ça a été, matériaux exogènes. ça c'est sorti en 2023. Je le dis juste pour les personnes qui nous écoutent s'ils n'ont pas la référence. Euh, c'est un des témoins auditionnés en 2023 au Congrès des États-Unis qui confirme qu'il y a eu des récupérations d'objets biologiques. Donc soit Tu, il dit la tu- vérité tu parles de et David Crunch, là. ouais de David Grush, ouais, c'est Ah, ça. je peux parler de l'autre qui était précédent, là, déjà avant. En tout cas, c'est Grush hein, qui est le premier à le dire dans le cadre d'une audition au Sénat. Hmm. Et donc, soit il dit la vérité et c'est majeur, soit c'est un mensonge. Et dans ce cas-là, il y a matière à mettre en évidence que c'est un mensonge, amener les preuves, quoi. Voilà. Parce que c'était en 26 juillet 2023. D'ailleurs, on retrouve encore les vidéos sur YouTube pour ceux Bien qui sûr. sont. Donc, c'était quelqu'un qui est passé devant le Congrès américain sous serment. Et donc, ça, c'est pas rien. Lui, c'était un ancien officier du renseignement et il disait ils avaient récupéré les débris d'une dizaine d'engins venus d'ailleurs et qui étaient en cours d'étude par l'armée américaine depuis plusieurs décennies. Donc, c'est pas de la Voilà, et preuve. ce qui fait que par rapport à ça, donc soit en gros on est déjà au courant et on n'apprend rien, soit on tombe des nues en découvrant que ça fait la une de l'actualité de la presse politique américaine, quoi. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on est vraiment sur ce c'est un petit peu toute l'ambiguïté ou toute une certaine forme d'ambivalence qui est présente dans les divulgations actuelles aux États-Unis, c'est que quand on connaît déjà les sujets en fait, on n'apprend pas grand-chose par rapport à ce qui se dit. Au mieux, on va dire que c'est de la confirmation. Mais en revanche, quand on découvre les sujets, on va être frappé par rapport ça explose dans tous les sens, quoi. Un champ de bataille. Et il y a les histoires de lanceurs d'alerte, et il y a des accusations de harcèlement. Enfin voilà, il y a vraiment toute une bataille de transparence. On a des députés ou des sénateurs qui font des conférences de presse pour dire l'armée américaine nous interdit l'accès à certaines bases ou nous interdit l'accès à certaines installations parce que nous n'avons pas les accréditations nécessaires. Enfin, donc, il y a tout un rapport de force qui se joue et qui concerne des choses liées à l'accès aux documents, qui concerne des choses liées à la transparence, qui concerne les choses liées, on pourrait dire, au débat démocratique dans une démocratie un peu saine. Mais ça cristallise sur la question OVNI. C'est la question OVNI qui devient un prisme qui permet de toucher ces sujets-là. Et ça, je trouve ça assez fascinant à observer. Hmm. Oui, surtout qu'on peut encore aller à une étape, à la marche suivante. À la marche suivante, parce qu'on a vu ovnis, oui, il y a des ovnis. Après ça, oui, il y a des ovnis qui sont peut-être possiblement extraterrestres. On disait, est-ce qu'ils viennent d'une autre dimension, de Ils l'espace, viennent d'ailleurs. Voilà, etc. ils viennent d'ailleurs. Ils viennent d'ailleurs. Enfin, ils viennent, mais on ça, il peut y avoir aussi des ovnis qui viennent de certains programmes secrets humains.
aussi. Exactement. Donc, tu as aussi, C'est pour ça que moi, en fait, si tu me permets cette toute petite incise, j'invite vraiment chacun à dépasser. Enfin, je peux tout à fait l'entendre puisque j'y ai succombé moi-même pendant des mois, des années. Et nous tous, même en blaguant, on peut dire il y a les vrais ovnis et les faux ovnis, quoi. Mais en fait, l'enjeu, il est même plus de dire c'est vrai ou c'est faux. L'enjeu, on a des ovnis d'ici ou des ovnis d'ailleurs, et on va avoir des ovnis qui vont être donc au sens propre non identifiés et qui, à un moment donné, peut être identifié. Et donc, par exemple, quand on a les survols des centrales nucléaires ou des installations nucléaires en France depuis 2014, où il y a eu plusieurs dizaines de survols, et ça continue, hein, il y en a, on n'en entend plus parler, mais ça a continué. Moi, les ufologues qui continuent à suivre ces dossiers-là, lorsque j'ai échangé avec eux, m'ont confirmé qu'on est à plus de, depuis 2014, donc depuis 10 ans, on est à plus on est à plus de 120 survols au-dessus des sites nucléaires en France. Alors, on n'en parle pas dans l'actualité. Les gendarmes ont bien sûr la consigne de ne rien dire, etc., etc. Mais sauf que les gendarmes sont quand même un peu embêtés, donc ils sont contents d'avoir des alliés qui les aident à essayer de démêler cette embrouillamini. Donc, est-ce que en France, on a créé un mot pour décrire ces survols au-dessus des centrales, c'est les drovnis. C'est des drones ovnis parce que ça ressemble plutôt à des drones et non pas à des gros vaisseaux, à des soucoupes, à des trucs ou des machins. Mais en même temps, ça reste un ovni parce que on n'a jamais pu les attraper, on n'a jamais pu savoir d'où ils venaient, on n'a jamais pu les voir arriver ni les voir repartir. C'est juste et personne n'a confirmé que c'était eux qui les avaient envoyés. Donc on est sur un truc très particulier et dont la France, encore une fois, a été un pays un peu leader dans le fait de se confronter à ce phénomène. Et donc, dans les milieux ufologiques un petit peu aguerris, c'est ce qu'on se dit souvent avec le sourire. Même un drone ou un avion de chasse expérimental, tant qu'on ne l'a pas identifié, ça reste un ovni. Mais après, une fois qu'il est identifié, donc ça nous donne une info, que ça soit un phénomène atmosphérique naturel, que ça soit un programme spatial secret, ça nous donne une info, ça a été identifié, très bien. Mais pour autant, ça n'empêche pas qu'on a une partie des observations non identifiées qui continuent à défier toutes les explications, y compris avec des traces au sol qui sont qui sont des anomalies très solides, avec des bords très très lisses sur des marques qui ont été faites, etc., etc. Et donc on voit bien que ça va au-delà des programmes, des prototypes militaires secrets, quoi. Voilà. Mm. Oui, parce qu'en fait, dans les fameux programmes spatiaux secrets, il y aurait bien sûr des technologies humaines, mais il y aurait aussi des récupérations de technologies qu'on appelle exogènes, c'est-à-dire Exactement. tirées d'engins extraterrestres. Et on aurait, d'après certains divulgateurs, auteurs comme Michael Salla, qui est quand même un leader actuellement dans les écrits de ce genre de choses, on aurait vraiment même des engins spatiaux humains énormes qui feraient même plusieurs kilomètres de long dans l'espace grâce à ces technologies exogènes prises sur les ovnis qui se sont crashés. Donc là, on tombe sur un phénomène qui est encore la Ah oui, marque. oui, on rajoute encore une couche et c'est pour ça dans l'ouvrage j'ai joué le jeu d'aller me coltiner ces dimensions-là et d'aller voir un peu ce qui se passait puisque en fait quand on s'intéresse au sujet, si on va sur YouTube aujourd'hui ou si on va sur les réseaux sociaux, tout ça est mélangé, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui nous parlent des programmes spatiaux secrets, on a des personnes qui nous parlent des enlèvements, on a des personnes qui nous parlent des cas du passé, et voilà, etc., etc. Donc j'avais pas du tout envie par rapport à ma démarche qui était c'était un peu Tintin au pays des ovnis pendant 2 ans, comme ça, par rapport à cette démarche de mettre un pied dans le sujet, j'avais pas du tout envie d'occulter des choses qui sont là d'un point de vue phénomène social, au nom du fait que ça soit mal vu ou critiqué, et on pourrait dire ridiculisé du point de vue des ufologues purs et durs, des ufologues tolés-boulons, comme on dit, qui sont les plus rigoureux, les plus scientifiques, et qui du coup considèrent ces histoires de programmes spatiaux secrets et de fédérations galactiques et de voyages interstellaires, je sais pas comment, comme de l'ufologie délirante en fait, hein, qui ne tient pas la route. Moi, je prends pas position, je vais voir des personnes qui sont en tout cas des relais de ces paroles-là, et chacun a la responsabilité de ses paroles, et puis c'est tout, quoi. Mais en revanche, en termes de généalogie, en termes d'historique, il y a Dolores Cannon, qui est une personnalité donc très importante par rapport à ce qu'elle a relaté dans ses ouvrages et par rapport à la méthode qu'elle a pu employer, qui est donc cette régression hypnotique, pour faire remonter des informations à travers la quantité de patients qu'elle a pu avoir. Ça, c'est un premier domaine.
Et puis, on a Tompkins, le fameux Tompkins, qui est un vieux de la vieille de l'aéronavale américaine, qui faisait plutôt de la veille technologique, qui était plutôt un chargé de programme et de recherche, enfin quelqu'un qui n'était pas forcément très médiatisé, mais qui était connu comme étant un petit génie et avec une intuition opérationnelle efficace sur les technologies qui était vraiment saluée par tous et qui avait donc bossé avec des avionneurs, des Lockheed, des Douglas, etc., etc. Il a travaillé comme ça avec beaucoup de centres de recherche et développement du côté de l'aviation militaire américaine. Et, euh, et donc, à la fin de sa vie, milieu des années, en 2014-2015, il fait des témoignages, des confidences vidéo, des témoignages qui sont enregistrés, des trucs qui durent une heure et demie, où il relate ses certitudes personnelles, qui est que il y avait des extraterrestres infiltrés dans ses équipes, des humanoïdes extraterrestres infiltrés dans ses équipes, des grands blonds, vous voyez le truc comme on peut entendre parler dans certains moments. Il y avait aussi et aussi qu'il a participé à des programmes qui visaient à faire des vaisseaux qui allaient dans l'espace, genre des vaisseaux comme Albator, ou dit autrement, pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce que ça peut être, c'est comme un sous-marin qui peut aller dans l'espace et qui va ressembler qui va être plus ou moins gros, quoi. Et donc Tompkins, qui était un... Qui faisait par morceaux, en fait, et Oui, qu'ils c'est envoyaient ça. ça par Mais, morceaux et mais qu'ils assemblaient après dans l'espace. voilà, un sous-marin, c'est un vaisseau qui peut aller dans un milieu où l'homme ne peut pas survivre. Et donc, en fait, leur manière de penser, ou pour nous, en tout cas, pour résumer les choses, euh, c'est pas un navire comme un navire de guerre qui flotte à la surface de l'eau. C'est plutôt quelque chose qui est comme un sous-marin et qui, par des technologies d'antigravité, par des technologies de contrôle de l'énergie, va être capable va être en mesure d'aller dans l'espace et de se balader à des grandes vitesses. Enfin voilà, et donc bien sûr, c'est des vaisseaux qui sont plutôt construits en orbite. Enfin, on rentre dans quelque chose qui bascule dans la science-fiction. Mais ce qui est intéressant sur Tompkins, qui est donc une légende de l'armée américaine et qui a une section dédiée à ses travaux dans le cadre d'un musée de la marine aux États-Unis. Euh, Parce qu'il avait été détecté parce qu'il avait fait des maquettes ultra précises de vaisseaux militaires quand il avait 15-17 ans à peu près. Et c'est à ce moment-là que les services de renseignement de la marine avaient détecté son sens de l'observation et sa capacité à reproduire les détails les plus anodins. Mémoire Et donc, photographique. et donc, sa collection de maquettes, où il a des reproductions extrêmement fines à l'identique de plein de navires de guerre américains, sa collection de maquettes inclut des vaisseaux spatiaux. Et ça fait partie des vérifications que j'ai pu faire que peu de gens savaient, parce qu'on se fait l'écho des approches de Tompkins. Est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce qu'on est avec un vieillard sénile qui nous partage des rêves d'enfance? Il y a 3 livres où il raconte ses souvenirs, enfin, il y a plein de choses de cet ordre-là. Mais en tout cas, parmi ces maquettes qui sont officiellement au musée de la marine américaine, les dernières maquettes produites sont des maquettes de navires militaires conçus pour aller dans l'espace. Ouais. Oui, parce que on lui prête une magnifique mémoire photographique, en fait. Il suffisait. Exactement. C'est pour Voilà. ça il avait été interloqué, il avait été appelé par les militaires, parce que et quand il voyait un vaisseau, un bateau américain ultra secret, il était capable de refaire le plan juste après, donc c'était un peu gênant. Alors, tout ça, c'est passionnant, et donc on est passé dans le programme spatial secret. Après ça, il y a les Américains qui sont dedans, mais on raconte qu'ils sont pas, ils seraient pas les seuls parce que ils peuvent pas financer tout. Donc il y aurait aussi d'autres pays européens, voire la Russie, la Chine qui seraient dedans. Donc ce qui complique un peu les choses parce qu'on se dit comment ça se fait qu'ils se bagarrent sur le plan géopolitique d'un côté et qu'ils seraient alliés sur d'autres plans. Mais bon, ça c'est encore Ah des oui, histoires. voilà. Donc c'est pour ça est-ce qu'on est dans la fiction, est-ce qu'on est dans la réalité? Là, on rentre dans des dimensions euh, qui sont où, en gros, faut gérer de l'incertitude. Voilà, faut gérer du paradoxe et de l'incertitude. Faut être en mesure de rester confortable dans ces situations de très grande incertitude où on va lire des récits extraordinaires. Est-ce qu'il y a des bases secrètes sur Ganymède? Est-ce qu'il y a eu des missions sur Vénus? Est-ce qu'il y a eu des batailles du côté de Jupiter?
peut-être, peut-être pas, sans doute que non, mais peut-être que oui. Bref, il faut voilà, réussir à lire les informations sans forcément en étant en non-jugement par rapport à celle-ci, quoi. C'est un Ouais. troisième état d'esprit à adopter. C'est pas simplement le vrai, le faux. C'est peut-être que c'est vrai ou peut-être que c'est faux. On est vraiment, ou ça peut être aussi, c'est partiellement vrai, c'est partiellement faux. Donc on voit très bien que nos systèmes logiques se retrouvent à s'enrichir en fait. Ouais. J'apprécie tes remarques parce que je les corrobore complètement, je les vis complètement. Je prends les informations, je dis pas qui sont souvent disparates et je dis pas s'il y en a une qui a raison, l'autre qui a l'autre, qui a tort, mais je me dis sans doute qu'en associant, à force d'accumuler un certain nombre de ces informations, on finira peut-être par faire un tableau un petit peu plus complet parce qu'on parle de base sur la Lune, on passe de base sur Cérès, on parle de base sur Mars. On parle de bases extraterrestres sur la Terre également, donc qui sont... Voilà, et de base sous-marine. Et ça, à mon sens, hein, dans les tendances qu'il y a par rapport à la nouvelle ufologie ou par rapport à l'ufologie postmoderne, celle post les années 2000 ou 2020, un des tabous qui est en train de tomber là, je vais en citer deux ou trois, mais en tout cas, par rapport à ce qu'on vient de se dire sur les bases, c'est qu'il y aurait des bases sous-marines. C'est le fait qu'il y a des ovnis sous-marins. Et là, on a un amiral de la Navy américaine qui a fait un livre blanc notamment et qui rassemble toutes les anomalies que l'armée américaine a pu mesurer sous l'eau avec des objets qui se déplacent très très vite, etc., etc. Et il y a aussi des observations de témoins qui voient des trucs sortir de l'eau. En France, on a Sylvain Matisse qui fait un travail très solide et très sérieux sur ce qu'on appelle les OAMI, c'est-à-dire les objets aquatiques non identifiés. En anglais, c'est les USO, pour finir sur les vocables qui concernent le domaine. Donc, USO, les non unidentified submarine object, quoi. Voilà. Donc, donc, ouais, ça, c'est un des tabous qui est en train de tomber. Un autre tabou qui est en train de tomber, je le cite parce que euh, ça participe vraiment de d'incarner les choses et d'ancrer la réalité du phénomène. C'est que là, par exemple, dans des rapports qui ont été rédigés dans les années 2010, grosso modo, mais les équipes ont continué à faire de la veille dessus et les données ont commencé à être rendues publiques avec les années 2020-2021, officiellement, en tout cas au sein de rapports officiels des États-Unis, on a à peu près 900 personnes, 870 personnes, 900 personnes qui sont recensées comme ayant eu des problèmes de santé suite à l'exposition à des technologies de type soucoupe volante. Donc, on a des dossiers médicaux et c'est pas simplement deux, trois cas exceptionnels. On a quantité de dossiers médicaux, plusieurs centaines, qui sont scrutés et interprétés comme étant des problèmes de santé liés à l'exposition, au rayonnement et à la présence d'une soucoupe volante, puisque la moitié de ces cas référencés concernent des personnels fédéraux qui a pu être en mission, qui a pu être sur site, qui a pu aller sur place. Et donc ça c'est un deuxième tabou qui est en train de tomber, c'est le fait que, un, on peut être malade à l'observation d'une soucoupe. En gros, quand on est trop près et quand c'est un moment où elle est un peu active et qu'elle rayonne, pas quand elle est posée, plutôt quand elle est en mouvement, quoi. Et donc, et c'est tellement, les dossiers sont tellement solides que des agents fédéraux aux États-Unis touchent des pensions, sont indemnisés, sont dédommagés suite aux troubles de santé qui ont été créés dans le cadre de leur boulot, quoi. Donc voilà, on est quand même sur ces niveaux-là de solidité au niveau des dossiers. Donc, préparez vos dossiers pour l'assurance maladie en France, quoi. Oui, par exemple. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, il y a des phénomènes, les extraterrestres, donc il y aurait des extraterrestres qui seraient sur la Terre. Tu parles de bases sous-marines, on parle aussi de bases avec des militaires, en particulier des militaires américains, avec la base Dulce, avec la base 51, etc. Mais ça pose aussi la question, c'est que ils seraient en contact avec nos gouvernants et là il y a un phénomène qui est récurrent qu'on retrouve depuis dans des textes, c'est que je crois que c'est en 1954, c'est ça, Eisenhower, le président Eisenhower aurait signé un pacte avec une race extraterrestre parce qu'il y a beaucoup de races extraterrestres qui côtoieraient, qui seraient en train d'en visite pour des raisons Oui, différentes. et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, on a donc ces récits-là, ou en tout cas
ces documents-là qui nous racontent ces histoires-là et qui viennent nourrir un récit parallèle ou une réalité parallèle. C'est-à-dire on aurait une réalité parallèle qui existe dans les contacts entre les gouvernements, les races extraterrestres, des militaires qui font la liaison entre tout ça. On a des militaires d'aujourd'hui qui le disent, hein, Elena Danaan le dit à sa manière aussi dans ses récits, hein, par exemple. Donc, et je le répète, c'est des humains qui disent cela, hein. Donc, c'est pour ça que moi, je m'intéresse tellement à la dimension humaine du phénomène OVNI, parce que c'est une clé d'entrée qui est à notre échelle. Alors que la question OVNI en tant que telle ou la question extraterrestre, euh, on est face à des choses qui, en tout cas, moi, c'est ce que je postule, qui sont au-delà de notre entendement. C'est pour ça que je reprenais l'image de l'iceberg tout à l'heure, hein, par exemple. Alors que l'échelle humaine permet que ça reste à notre échelle et donc permet qu'on puisse peut-être assimiler les informations différemment et aussi qu'on ne soit pas en train de se perdre se perdre dans des mondes parallèles ou dans des spéculations dans un palais des glaces, comme des miroirs où les informations se renvoient les unes avec les autres. Parce que un exemple de palais des glaces, c'est par exemple la directive Prime, la Prime Directive. Donc ça, la Prime Directive, du côté des galactiques et du côté des programmes spatiaux secrets, c'est celle qui ferait que les extraterrestres se retiennent d'intervenir sur Terre, ou en tout cas, ils ont la consigne de ne pas se mêler des affaires terrestres, et les terrestres doivent se débrouiller tout seuls et donc dépasser leur propre crise et évoluer par eux-mêmes. En gros, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette directive Prime, c'est la Prime Directive, ça fait partie du vocabulaire de base de l'univers de Star Trek, de la série télé. Hmm. Alors, c'est la poule et l'œuf, quoi? Hmm. Est-ce que c'est parce qu'on en parle dans Star Trek que du coup l'expression fait son chemin et ça arrive dans l'inconscient collectif, dans la psyché commune, et on bascule dans des histoires qu'on peut qualifier de psychosociologiques, simplement avec quelque chose qui vient de la fiction et qui va dans des récits de galactiques ou de programmes spatiaux secrets, ou est-ce que c'est parce que c'est présent du côté des programmes spatiaux secrets et que du coup ça va transpirer dans la culture populaire à travers des séries télé, à travers des trucs galactiques, et de toute façon on a des archives, on le sait, dans les années 60-70, Gene Roddenberry, le fondateur, le créateur de Star Trek, a participé à des séances de channeling galactique, a participé à des séances de médium où il discutait avec des entités désincarnées qui parlaient à travers la voix des personnes, et c'était des entités qui disaient venir d'ailleurs, qui disaient venir d'autres galaxies, etc., etc. Et donc, ça, on sait, c'est un centre, le CAIR, le Centre d'archives et de recherche exotique, qui est un partenaire, qui sont des amis. Il y a Gabin Noir, il y a Jean-Yves Casgar, on est plusieurs à bord. Ça fait partie des structures avec lesquelles je collabore et je travaille. Et donc, le CAIR fait tout un travail de croisement d'archives. C'est un travail de recherche sur les archives et les archives pour faire de la recherche. Qui se déroule à travers le CAIR et notamment sur les états de conscience modifiés. Et il y a notamment des archives de l'étrange, là, des fameux boulevards de l'étrange de Jean-Yves Casga qui commencent à être mis en ligne parce que les interviews qui ont été faites à l'époque, dans les années 80-90, en fait, c'est comme si elles prenaient un nouveau sens aujourd'hui. Quand on les entend aujourd'hui, elles résonnent encore, elles sont encore vivaces, elles sont encore pertinentes. Hmm. Eh oui. Bah, tu parles de Star Trek, mais on pourrait parler aussi des premiers épisodes de Galactica aussi, Bien qui, sûr. qui étaient aussi, comme tu disais, quelle est la poule ou quel est l'œuf? Est-ce que, Oui. 1977, c'est autant Star Wars que Rencontre du troisième type au niveau de ce que Hollywood va produire. Et j'en parle longuement, tu le sais bien dans le bouquin hein, de Spielberg et de Rencontre du troisième type. Mais ce qui est très, 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 très intéressant avec Rencontre du troisième type, c'est que c'est quasiment le premier film hollywoodien où on n'est pas avec des extraterrestres qui cherchent à nous envahir et où il faut se battre contre eux pour les mettre hors d'état de nuire. C'est vraiment pas du tout Mars Attack, c'est complètement autre chose. Et ça, mais parce qu'en fait, l'histoire secrète derrière Rencontre du troisième type, au départ, ce que Spielberg voulait faire, c'était un documentaire euh, consacré aux personnes qui disent avoir eu des contacts et qui disent avoir reçu des messages. Et puis par la suite, c'est devenu son succès cinéma aidant avec Les Dents de la Mer, avec des choses comme ça, a fait que son projet de documentaire est devenu un film, et enfin est devenu un scénario, et son scénario est devenu Rencontre du troisième type. Eh oui, donc c'est pour ça, le cinéma, est-ce que le cinéma
fabrique notre imaginaire? Est-ce que c'est des choses qui sont réelles? Et comme on disait tout à l'heure, on récolte un petit peu toutes ces informations et puis on laisse venir un petit peu ce qui va émerger au fur et à mesure. Et c'est Mais vrai que là, dans le cas de Rencontre du troisième type, si le film sonne si réaliste et qu'il sonne si vrai au niveau de toutes les personnes qui ont pu le voir, parce que c'est un succès monumental et qui continue à être un très grand classique, c'est parce qu'en fait, tous les détails dans le film proviennent de dossiers, d'observations et de témoignages de personnes. hmm. Donc, Rencontre du troisième type, c'est un film de fiction qui est nourri et bâti sur les témoignages réels et non pas l'inverse. Eh oui, et l'aventure continue parce qu'on parle des ovnis sur la Terre, etc. Mais là, tu n'es pas sans savoir que on a aujourd'hui des objets interstellaires qui traversent notre système solaire. Donc on parle de 3I Atlas, 3 interstellaires, le troisième objet interstellaire. Après, il y a eu Oumuamua qui a été le tout premier recensé parce qu'il a dû y en avoir d'autres. Il y a maintenant aussi une comète qui reviendrait régulièrement tous les 20 000, 22 500 et quelques années. Ça fait penser à la précession des équinoxes. Là encore, ça fait penser aux écrits Grand cycle, hein. couplés à Ouais, c'est ça, ouais. Sumer, Au grand cycle de l'histoire humaine, ouais. Exactement. Donc tout ça, c'est l'aventure continue, mais encore à un autre niveau. Sont-ce des phénomènes naturels, sont-ce des objets intéressants. Mais Ben, pour en tout revenir, cas, ce qui est quand même complètement délirant ou en tout cas passionnant, premièrement, cette histoire d'objets interstellaires qui viennent d'ailleurs et qui croisent le chemin de la Terre ou qui croisent la route du système solaire. Ben ce sont des humains qui le proposent, qui le postulent, et notamment un scientifique extrêmement important que l'histoire retiendra, hein, c'est certain, qui s'appelle Avi Loeb, et donc cet astrophysicien qui a été le président de la chaire d'astrophysique, du département d'astrophysique de Harvard, de mémoire, s'est mis en disponibilité pour rejoindre et créer de toutes pièces une organisation privée qui s'est spécialisée sur la recherche de ces traces géologiques d'objets interstellaires qui auraient pu venir modifier le destin de la Terre et le destin de la vie à la surface de la Terre. Donc, Avi Loeb est vraiment quelqu'un de super, enfin, qui est très honnête intellectuellement, qui est il rend la science facile à comprendre. Et sauf que son pédigré, son CV, le rend difficilement ridiculisable, difficilement déboulonnable. Et ce qui fait qu'Avilob, comme Nathalie Cabrol de son côté concernant l'exobiologie et la vie extraterrestre, même si du côté de l'exobiologie en tant que discipline scientifique, on reste à l'échelle d'une cellule, on reste à l'échelle d'une protéine, on reste à l'échelle de cellules, de virus comme ça, de bactéries, de traces de vie, quoi. En tout cas, on est avec des scientifiques qui dans la manière dont les médias propagent leurs hypothèses ou propagent leurs recherches et propagent leurs découvertes, on est avec des scientifiques qui nous ouvrent la conscience à une échelle qu'on n'a jamais connue auparavant. On l'a jamais connue à ce point-là. Peut-être que ça a débuté quand on a, il paraît, quand on est allé sur la Lune. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça n'a jamais été à ce point-là. Là, on se sent plus simplement terrien ou habitant du système solaire. On est un espace ouvert où il y a des choses qui viennent d'ailleurs qui peuvent venir traverser notre voisinage. Et ça, c'est juste magnifique. C'est faramineux du point de vue de ce que ça ouvre dans nos consciences. oui, oui, tout à fait, parce que jusqu'à présent, on voyait les ovnis qui venaient sur la Terre, mais là, on a des preuves que ces comètes, ces objets viennent du monde intersidéral. Et donc, C'est c'est ça. absolument fabuleux. Alors, l'idée, sont-ce des roches, tout simplement? Après ça, et on a vu des modifications de trajectoire, de dégazage, etc., qui ne représentent pas tout à fait les objets habituels. Donc, tout ça, ça ouvre les possibilités énormes. Exactement. C'est-à-dire qu'il Et y a on effectivement, arrive, et on a. c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu dis très justement, c'est qu'en plus, ces objets-là qui viennent taper à la porte, en quelque sorte, qui viennent passer pas loin de chez nous, en plus, les spécialistes sont un peu
surpris parce qu'il y a des anomalies qui accompagnent ces objets qui fait que ça remet un jeton dans la machine, comme quoi c'est peut-être des vaisseaux qui viennent d'ailleurs, c'est peut-être des sondes automatisées qui viennent d'ailleurs. Enfin, c'est de la science-fiction à la porte dans les revues scientifiques. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Ah, complètement. Et en plus, ils sont des sondes d'observation ou des observateurs. Ils viennent nous observer. Mais ceux qui vont venir derrière, seront-ils des gentils? Seront-ils des méchants? Etc. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, mis à part, on ne peut pas spéculer de ce qu'il y a derrière, mais tout ça rejoint la conclusion, les fins de ton dernier chapitre qu'on a parlé, on a évoqué déjà tout à l'heure avec l'histoire de l'éléphant, mais ça n'empêche que ces histoires d'ovnis nous font évoluer en tant que conscience humaine. C'est obligatoire, on n'est plus à l'échelon de notre petite planète, de notre petit pays, de ce qui se passe au Moyen-Orient ou en Chine. On commence à une ouverture interplanétaire, intersidérale, et on s'aperçoit que, eh ben oui, on n'est peut-être pas tout seul. Donc c'est un grand pas en avant parce que un jour ou l'autre, ces extraterrestres vont bien finir par se manifester. Et je pense qu'il est important de préparer un maximum la population à ce genre d'idées. Et Alors, moi, là-dessus, je n'exclus pas le fait qu'ils ont pu déjà par le passé se manifester. C'est simplement qu'on n'a pas été en mesure de les voir. Comme on a des récits en ethnologie qui rapportent comment des peuplades sur des îles très éloignées, quand ils voyaient passer des cargos ou des avions, ben, soit ils les voyaient, mais ils les prenaient pour des dieux ou pour des choses très différentes dans leur propre registre de croyance à eux, soit c'est aussi des choses qui sont relatées dans les chroniques des explorateurs ces peuples qui vivaient sur des îles très reculées, quand ils voyaient arriver des navires ou des vaisseaux, ils ne les voyaient pas parce que ça ne faisait pas partie de leur réel. Donc, vraiment, n'écartons pas le fait qu'ils peuvent être tout à fait déjà parmi nous, et qu'ils ont pu déjà se manifester par le passé, et c'est pas simplement des êtres que le destin, qu'il serait inéluctable qu'un jour il se présente à nous. Ça, c'est une première chose. Et sinon, je suis totalement, bien sûr, en phase avec ce que tu peux partager. Moi, pour ma part, enfin, c'est pour ça que c'est en conclusion du bouquin, mais ce qui m'a frappé à l'issue de ce voyage et de cette vadrouille dans plein de directions ou de plein de dimensions différentes de la question OVNI, c'est la façon dont le sujet faisait évoluer les gens. Alors, ce que j'ai un petit peu reconstruit par la suite, c'est qu'en fait, la question OVNI, je l'ai évoqué tout à l'heure, ça nous fait sortir de notre zone de confort. Ça vient de nous choquer, ça vient de nous heurter. Quand on voit un OVNI, qu'on se fasse enlever, qu'on ait vu un truc se poser dans le jardin, etc., etc., de toute façon, il y a un truc qui se passe où ça fait évoluer les gens. Et il y a des suivis dans le temps qui ont été faits, notamment avec les personnes qui disent avoir été enlevées, qui témoignent de cela, c'est que les deux tiers d'entre elles ont développé des capacités intuitives, des capacités paranormales, par exemple d'être magnétiseur ou d'être guérisseur, vont avoir des rêves, etc., etc. Donc, il y a un cas très célèbre, enfin, dans le genre UFO, hein. Il y a eu une école au Zimbabwe de mémoire. Ça se passait en 1994. Il y a eu une quarantaine d'élèves qui ont assisté à l'atterrissage d'une soucoupe dans le jardin derrière l'école. Euh, et il y avait zéro adulte qui était là parce qu'il y avait une réunion de profs, c'était l'heure de la récré. Et donc, il y a une apparition, il y a quelque chose qui se passe dans le jardin. Et il y a eu énormément de témoignages. Ils ont témoigné, ils avaient 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils témoignaient devant la télé. Et on a suivi ces gens-là dans le temps. Et il y a notamment certains d'entre eux qui sont devenus des artistes qui continuent à peindre ce qu'ils ont vu ce jour-là. Donc, même si, parce qu'on les a évidemment accusés d'être des mystificateurs ou des affabulateurs, mais d'un point de vue psychologique, il y a un avant et un après, et les gens sont modifiés. Et donc, ces modifications, c'est pas simplement des modifications philosophiques, c'est pas forcément des modifications dans les valeurs ou dans le fait d'avoir envie de devenir un artiste. C'est qu'on va avoir, on le voit avec les enlevés, on va avoir des gens qui vont développer ce qu'on va dire des capacités paranormales ou des capacités extrasensorielles. Et donc, la question OVNI, ça change les personnes, ça nous change. Et donc, ce qui fait que moi, je me suis retrouvé à avoir une. Je ne peux pas l'écarter de ce qu'il y a des disciplines qu'on appelle la biologie évolutionniste, il y a des approches comme ça, ou l'anthropologie évolutionniste aussi qui existe. Et ce qui fait que moi, en tout cas, je propose, ça fait partie des choses que je peux proposer, qui est de surfer la vague, en fait, d'accepter les types de changements que ça peut générer, parce que
si ça nous change, comme on sait que le phénomène, là on est allé un peu vite en besogne parce qu'on n'a pas parlé de cela, mais depuis 30 ans, les recherches en ufologie, notamment en France, montrent que le phénomène est étroitement lié à la conscience. C'est pour ça que j'ai insisté sur le langage à un moment donné. Le phénomène est étroitement lié à la conscience. Et donc, si ça nous change, si on est changé, si on est modifié par rapport à cela, c'est que ça change notre conscience. Et donc, si notre conscience est changée, il est probable que, en tout cas, ça semble couler de source, que leur manière de se présenter à nous va évoluer aussi. Elle va être différente. Et ce qui fait qu'on est sur un process de coévolution comme ça. Et donc voilà. Donc moi, je suis sur une vision très populaire par rapport à l'ufologie. Ça concerne tout le monde. La preuve, c'est qu'on a plein de gens dans les champs, dans les campagnes qui voient des trucs. C'est pas forcément que les, faut pas forcément être ingénieur ou physicien. Deuxio, elle est intégrative, c'est-à-dire que c'est autant les approches Tollet-Boulon que les approches psychologiques, que les approches même en termes de du côté de la NASA, par exemple, ils travaillent beaucoup sur ce qu'ils appellent les technosignatures. C'est-à-dire qu'eux, ils étudient les mondes lointains, les exoplanètes très lointaines à des années-lumière de chez nous, et ils scrutent la composition gazeuse de l'atmosphère de ces planètes hein, pour repérer s'il y a des marqueurs chimiques, des marqueurs gazeux qui laissent entendre qu'il y a une civilisation ou de la vie sur ces planètes. Et donc, si c'est lié à des machines, c'est pour ça qu'ils vont appeler ça des technosignatures. Donc, une onde radio ou des signaux qu'on va écouter avec les oreilles, ça va être des technosignatures, comme peut y avoir des traces de pollution ou des traces d'oxygène qui peuvent être une technosignature. Voilà, donc il y a des choses comme ça dans les tuyaux. Donc, relier ensemble et se sortir d'un cloisonnement qui a été organisé volontairement pour éviter qu'on relie les points entre eux et qu'on relie et qu'on relie les sujets. Je pense que c'est aussi pertinent. En tout cas, c'est une perspective qui me semble pertinente et judicieuse. Et le troisième point, on en a un petit peu parlé, c'est la dimension évolutionniste. À mes yeux, à mon sens, il y a quelque chose de profondément évolutionniste par rapport au phénomène OVNI, au phénomène UFO. Et je, faisons un pari de Pascal, il y a sans doute tout à gagner à jouer le jeu de surfer sur la vague. Hmm. Tout à fait. Et comme tu dis, c'est des ouvertures de conscience, parce que notre conscience évolue sans que nous nous en prenions garde d'ailleurs, parce qu'on est passé de la conscience simplement de notre terrain de chasse à la conscience de la ville, de la cité, du pays, après ça du continent. Maintenant, on a été à la conscience planétaire. On est arrivé à la conscience interplanétaire avec les engins qu'on envoie dans l'espace, mais là, on est dans la conscience intersidérale. Donc, on est interstellaire, si on préfère. On augmente et au fur et à mesure qu'on augmente on peut se dire, est-ce que c'est parce que notre conscience avance qu'on voit davantage des choses? Ou est-ce que c'est parce qu'on voit davantage des choses que notre conscience avance? Là encore, quelle est la poule ou quel est l'œuf? Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui devaient déjà être là, présentes sous nos yeux depuis X temps, parce qu'ils ne sont pas là depuis hier, ils sont là depuis des milliers d'années. Eh bien, ils étaient là devant nos yeux, mais d'un seul coup, on en prend conscience, un peu comme tu disais avec les Mayas, enfin les Sud-Américains, là, qui n'avaient pas pris conscience des bateaux des conquistadors, ils en ont pris conscience simplement parce que ça ne rentrait pas dans leur concept. Et comme notre conscience augmente, on peut imaginer que nos concepts évoluent, changent, avancent et nous permettent de comprendre et d'aborder des sujets qu'on ne voyait pas auparavant. C'est ça, et on a vraiment, je pense, un intérêt tactique, un intérêt stratégique à accepter, à envisager ces changements et à et et à entendre les signaux qui viennent, quand bien même c'est des signaux qui peuvent venir contrer les croyances. Mais c'est aussi ce que nous enseigne l'histoire des sciences. Actuellement, moi, c'est des sujets que je suis depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. La question de l'intelligence animale, la question de la conscience végétale, la science de la conscience végétale. On a quand même, depuis les années 2009, 2007, 2009, 2010, il est question de neurobiologie végétale, qui est pour les plus rigoureux, pour les plus stricts, une aberration, alors que c'est une évidence pour les scientifiques dans des labos en Italie ou ailleurs qui étudient la physiologie végétale, qui mettent des électroencéphalogrammes planter des capteurs sur les feuilles des plantes et qui voient que même si les plantes n'ont pas de neurones, il y a une activité électrique qui est cyclique et qui est régulière et qui fait que la plante peut avoir peur, la plante peut vouloir se défendre ou en tout cas, comment dire, avoir des solutions de repli pour se protéger de quelque chose qui viendrait l'agresser. On a
on a à minima une conscience réflexe, et ça, c'est ce que nous enseigne l'étude de ce qu'on a des consciences animales ou des intelligences non humaines terrestres. Et ce qui fait que quand moi je vois cette diversité, philosophiquement ou épistémologiquement, vraiment d'un point de vue philosophie des sciences, ça me semble un peu fort de café que d'exclure a priori des catégories alors qu'on a des indices et des anomalies qui viennent, qu'on nous met sous le nez régulièrement, quoi. Oui, tu as raison, parce que là, avec tout ce qui s'ouvre sur les animaux, sur les plantes, bientôt sur les minéraux, on s'aperçoit que la conscience, elle est partout. Elle est partout, tout autour de nous. Tout est conscience autour de nous. L'univers est conscience, les planètes sont conscience. Et là aussi, quand on voit les ovnis, quand on imagine les ovnis, on les voit sous un aspect purement technologique, uniquement avec nos systèmes habituels, comme un avion, comme un train, etc. Mais à mon sens, ça va au-delà. C'est-à-dire que ce sont des objets qui travaillent autant sur la matière que sur la pensée qui dirige, qui donne la forme à ce vaisseau et qui lui permet de ses déplacements, etc. Donc c'est des éléments qui nous dépassent encore complètement, mais si on évolue dans notre conscience, et c'est pour ça que les vaisseaux, on les voit pas. Moi, je ris de temps en temps parce que je regarde le ciel et puis je me dis, qu'est-ce que je vois que je vois pas? Donc, c'est un peu ça, c'est de se dire, il y en a peut-être des vaisseaux, et il y en a certainement qui sont là sous nos yeux, mais qui travaillent avec des systèmes de pensée qui font qu'ils ne sont pas visibles parce que tous ces vaisseaux sont dirigés par des extraterrestres qui, par définition, vu qu'ils viennent de loin, sont des avancées, sont en avance euh, physiquement, technologiquement et spirituellement, et donc ils peuvent arriver à faire des vaisseaux qui sont alliés entre la technologie et la pensée et la spiritualité. Là, ça nous Oui, ouvre encore plus loin. exactement. Et ça fait partie, si tu t'en souviens, j'imagine, en tout cas, des nouvelles sciences des années 70-80, où on a notamment, avec Prigogine et des mathématiciens de cette époque-là, la notion d'attracteur étrange en mathématiques qui a été exprimée. Et cette notion d'attracteur étrange, c'est c'est quelque chose qui va émerger par rapport à la manière dont des lignes de force et des choses, des objets mathématiques vont se croiser entre eux. Et cet objet qui va être là quelque part, qui est un nœud de potentiel, qui est un croisement de probabilité, qui a simplement une existence mathématique, déforme le réel suffisamment pour pouvoir tordre à son service ou dans sa direction des probabilités d'apparition de phénomènes. Et quelque part, la question ovni et l'hypothèse extraterrestre, parce que c'est l'hypothèse extraterrestre, hein, HET, c'est le terme un peu consacré pour dire qu'on parle d'extraterrestres mais qu'on n'y croit pas. Donc l'hypothèse extraterrestre agissent, œuvrent comme des attracteurs étranges qui deviennent comme ça des phares ou des points qui vont attirer notre conscience et qui nous emmènent dans ce mouvement de faire un pas en avant et de nous faire progresser. Et c'est 2001 l'Odyssée de l'espace avec le monolithe, quoi. C'est-à-dire on est en train d'aller dans une direction qui est celle de notre évolution, même si on la maîtrise pas, même si ça se passera à notre rythme, mais c'est parce qu'il y a quelque chose d'étranger qui vient à nous et qui nous fait évoluer dans sa direction. Exactement. Ben écoute, Maxence, le temps passe et si tu le veux, à moins que tu aies encore une pensée à nous transmettre, je pense qu'on va pouvoir peut-être arrêter sur ces quelques mots qui sont, à mon sens, très importants. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter? Écoute, à part exprimer ma gratitude pour l'échange qu'on a pu avoir ensemble et pour ce temps passé ensemble, voilà, on est allé de plus en plus loin. On a fait un joli voyage en expansion et j'étais très heureux de le faire en ta compagnie et je suis très heureux que les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout aient pu comme ça cheminer au fur et à mesure de ta guidance. Voilà. Merci encore, merci de ton invitation. Merci Maxence et merci à tous les spectateurs qui ont suivi. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis à très vite pour une nouvelle émission sur Parole aux explorateurs de conscience. Portez-vous bien, mes amis. À très vite. Au revoir. Au revoir.